Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, un vendredi rouge sur les marchés qui vient ponctuer quasiment ce mois de novembre. Il y aura encore 2 séances en début de semaine pour conclure ce mois de novembre qui sera un mois, au mieux flat, voire négatif, avec un CAC 40 qui revient sous les 6800 points. En une séance aujourd'hui, on revient quasiment un mois en arrière. Il y a une semaine, le CAC était sur son sommet historique à près de 7200 points et on se retrouve donc autour de 6760 points en cette fin de séance en Europe pour le CAC 40. Journée rouge évidemment sur l'ensemble des marchés actions, des baisses de 3,5%, 4% environ. Séance de forte baisse en cours également à Wall Street avec une demi-séance. La clôture des marchés américains s'effectuera à 19h heure française tout à l'heure. On va bien sûr revenir sur cette séance du jour et en tirer le maximum d'enseignements possible peut-être pour la suite, avec toujours cette question tactique. Faut-il continuer d'acheter les creux de marché? Ça a été la règle générale tout au long de cette année 2021, avec des baisses qui ne sont jamais allées très très loin, jamais tellement au-delà de 5, 6, 7%. On n'a pas vu de moins 10% par exemple cette année, du pic au creux sur les phases de correction qui ont pu émailler cette année 2021 hors norme du point de vue des performances boursières. Est-ce que c'est la même histoire à nouveau à cette fin d'année, ou est-ce que certains éléments peuvent venir ajouter un peu plus de prudence désormais? Question tactique à laquelle nos invités tenteront de répondre. Et puis dans le dernier quart d'heure, le décryptage économique du dernier vendredi du mois. Nous retrouvons les équipes de SPAC et l'économiste Michel Rumi qui sera avec nous à partir de 17h45. On parlait du concept de l'inflation le mois dernier. Nous nous attaquerons au concept des cryptoactifs et des crypto-monnaies avec Michel Rumi, donc qui sera avec nous dans le dernier quart d'heure en plateau. C'est ce qu'on appelle une séance de sell-off, donc sur l'ensemble des classes d'actifs risqués et des marchés actions, avec une baisse de plus de 4% pour le CAC 40 ce soir. Les infos clés du jour, résumé de cette séance sportive avec Eva Ben Saadi. Après sa parenthèse légèrement haussière hier, la bourse de Paris continue d'être plombée ce vendredi par l'émergence d'un nouveau variant du Covid-19 en Afrique du Sud. Le CAC 40 accuse cet après-midi sa plus forte baisse en 18 mois. Des informations inquiétantes qui viennent rappeler aux investisseurs et aux marchés financiers que l'épidémie de Covid n'est pas encore terminée et qui viennent un peu gâcher les célébrations de Black Friday, la journée promotionnelle qui lance la période clé des achats de fin d'année. Fermé hier pour la fête de Thanksgiving, Wall Street ouvre en baisse aujourd'hui pour une séance écourtée. Sans surprise, les compagnies aériennes américaines sont aux abois, ce nouveau variant menaçant de pénaliser le transport aérien mondial. En France, légère éclaircie aujourd'hui du côté des indicateurs. En novembre, la confiance des ménages est restée stable à 99 points, juste en dessous de sa moyenne longue période. Du côté des valeurs, toujours en France, les compagnies aériennes, là aussi, sont les premières à faire les frais de l'apparition de ce nouveau variant, alors que la Commission européenne envisage un blocage d'urgence des vols avec les pays d'Afrique australe. Matignon a de son côté annoncé que la France suspend à compter d'aujourd'hui les arrivées en provenance de 7 pays de la région, emboîtant ainsi le pas au Japon, qui va renforcer ses contrôles aux frontières, et du Royaume-Uni, qui s'apprête à placer temporairement ce vendredi 6 pays africains sur sa liste rouge. Israël et Singapour ont également annoncé des restrictions sur les voyages. Air France KLM abandonne autour de 10%. Idem pour le groupe hôtelier Accor, l'avionneur Airbus et le motoriste Safran qui perd plus de 9%. Les banques sont-elles affectées par la baisse des rendements obligataires? Crédit Agricole cède près de 4%. Pareil du côté de BNP Paribas et Société Générale. A contrario, sont en hausse aujourd'hui les grandes valeurs du diagnostic. Le retour en force des craintes de prolongement de la pandémie remet les spécialistes des tests sous le feu des projecteurs. Eurofins Scientifique, qui a réalisé plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans ses activités liées au Covid-19 sur les 9 premiers mois de l'année, alors qu'il visait le cap du milliard pour l'exercice 2021.
entier. bioMérieux qui s'est hissé au 6e rang mondial du diagnostic in vitro et qui revendique la position de numéro 1 dans les maladies infectieuses, est également sur le podium des fortes hausses du SRD avec des gains de plus de 6%. Enfin, du côté du Brent, la crainte de voir de nouveau le variant faire rechuter le marché du transport aérien et plus globalement freiner la reprise économique renvoie les prix du pétrole à leur niveau de début octobre. Tendance, mon ami, avec Eva Ben Saadi qui nous accompagnait aujourd'hui pour Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements agités de la planète marché en cette fin de semaine. Valérie Gastaldi nous accompagne, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Bienvenue. Bonsoir à Thomas Friedberger qui est avec nous également. Vous êtes le directeur général de Tikeo IM et Thibaut Prébet avec nous pour commenter également l'actualité du jour. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Directeur général adjoint de la financière Arbevel. Valérie, je commence avec vous. Donc séance de sell-off, moins 4, moins 4,5% pour le CAC ce soir à l'arrivée. C'est à peu près le même tarif pour les autres indices en Europe et puis forte baisse également aux États-Unis. Comment on en est arrivé là ? C'est-à-dire que, bon, évidemment, il y a le variant nu B11 529. Non, est-ce que dans la construction de marché des derniers jours et des dernières semaines, est-ce qu'il y avait déjà des indicateurs de fragilité potentielle ? Je dis ça en précisant que je vous trouve de plus en plus interrogative, voire suspicieuse peut-être depuis quelques mois maintenant sur la bonne tenue des indices actions. Et puis, how bad is it ? Est-ce que c'est grave ? Oui. Est-ce que c'est grave pour la suite ? Alors oui, je suis suspicieuse depuis cet été. Et je dois dire que le mois de novembre m'a quand même un petit peu pris de court parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on rejoigne de nouveaux sommets sur autant d'indices. Alors pourquoi est-ce que je suis suspicieuse ? Je le rappelle rapidement parce que tout le monde ne m'écoute pas tous les mois. On a une production industrielle américaine qui a passé son pic, qui est encore à un niveau très élevé, mais qui ralentit. Donc, c'est pas forcément grave. Ça ralentit juste un petit peu. On a un cycle du Dow Jones qui, lui aussi, a passé son pic. Là, c'est une vitesse dont on parle. Donc, la vitesse de la hausse est en train de décroître. Ça peut prendre du temps avant que la vitesse devienne négative. Mais néanmoins, je sais d'expérience que quand on est dans ce type d'environnement de vitesse qui décroisse, en fait, le marché commence à être plus vulnérable aux mauvaises nouvelles. Alors que quand on est dans une phase où la vitesse est positive, comme on l'était en mars 2020, je sais au contraire que les mauvaises nouvelles sont vite effacées. Donc, changement d'attitude, il faut faire attention à ce qui se dit. Alors, quand j'ai mis ça en place, je m'intéresse à l'évolution du sentiment de marché, de la façon dont il évolue en lisant les positions ouvertes sur les options. L'évolution de ces positions ouvertes n'est pas favorable dans la mesure où, depuis le mois d'octobre, très clairement, les couvertures des investisseurs n'ont pas cessé de décroître. L'attitude a été de dire on se couvre pendant l'été parce qu'on sait quand même que cycliquement il y a toujours un petit risque. C'était pas des couvertures énormes par rapport à ce que l'on aurait pu envisager. Et clairement, à partir du 20-25 octobre, les gens ont commencé à laisser partir et on a un niveau de couverture qui est le plus bas depuis 6 mois à peu près sur les marchés d'options européens et américains. Complaisance, on peut utiliser ce terme pour décrire là ce que vous c'est toujours avez constaté. Alors, ce qui est délicat, c'est que simultanément, on a une volatilité implicite qui a monté, D'accord. c'est-à-dire un prix de l'assurance qui a progressé. Donc, c'est ce qui m'a aussi un petit peu mise sur la retenue et où j'ai été un peu hésitante, c'est que c'est pas l'image parfaite de la complaisance. Cela dit, le marché des options a quand même pas mal évolué dans sa structure depuis 2012 parce qu'il est devenu très, très, très oligopolistique. Là où il était simplement oligopolistique, il l'est super. Donc, je n'ai pas peur de parler d'entente entre les market makers, il n'y a pas de souci. Elle se fait... Ils ont forcément les mêmes besoins au même moment, donc il est possible qu'ils achètent des puts parce qu'ils voient justement cette baisse des couvertures et qu'ils savent qu'à terme, ça va se traduire par ce type de volatilité.
et que être vendeur de poudre, c'est ce qu'il y a de pire pour un market maker. Donc, ils sont prêts à payer plus cher la vol pour ne pas être gamma négatif quand ça décale. Bon, pardon, c'est un petit peu... Non, mais il faut comprendre ça pour comprendre la séance du jour. Ils comprennent, et puis pour les autres, voilà, pour les autres, il faut comprendre qu'en fait, l'assureur, quand il se dit que les risques sont franchement élevés, il n'a pas envie de vendre trop d'assurance, donc il a plutôt envie d'en acheter lui. Donc, c'est potentiellement la situation dans laquelle on est. Et puis, là, au cours du dernier rebond sur les indices américains, sur les indices européens, ce qui a été absolument frappant, c'est que le nombre de titres qui ont participé à la hausse, donc qui ont continué à progresser, s'est effondré. Enfin, je veux dire, il n'y a eu aucune participation haussière. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les graphiques, comme la baisse du mois de septembre, elle s'est faite sur les valeurs de croissance. On a des valeurs de croissance qui, toutes à peu près, à l'exception de Hermès, LVMH, qui a refranchi ses précédents sommets, mais celles qui ont franchi leurs précédents sommets, on les compte sur les doigts d'une main. Mais toutes ces valeurs-là, elles sont sous les précédents sommets, elles sont parfois venues les tutoyer, elles sont parfois en retrait. En tout cas, on n'est pas très sûr de pouvoir dire c'est encore en tendance haussière, parce qu'elles ont cessé de faire des nouveaux plus hauts. Et celles qui étaient déjà faibles avant, qui sont dans des tendances qui sont structurellement baissières, pensons aux banques, par exemple. Elles se sont mises à stationner, et elles stationnent sous des niveaux de résistance qui sont très importants, et notamment des niveaux de résistance en performance relative, c'est-à-dire que la value n'a jamais réussi à devenir leader dans cette phase de reprise de marché. Alors que on a eu des tensions sur les taux d'intérêt. On n'a pas cessé de parler de problèmes d'inflation, que les break-even d'inflation, c'est-à-dire les anticipations d'inflation sur les marchés, ont nettement progressé, etc. Donc, il y a des vraies dissonances cognitives entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Et ça, pour moi, c'est le signal d'une tendance qui est fragile. Parce qu'en fait, les gens disent n'importe quoi. Voilà. Disent pas toujours ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, et donc ils disent ce qui leur passe par la tête. On est en plein dans l'émotion et pas du tout dans la raison. Et donc quand moi je reprends ça et que je le mets bout à bout, en fait, je suis confrontée à une sortie haussière possible, c'est la value prend le dessus. C'est-à-dire, les taux d'intérêt montent, mais que font les indices ? Probabilité pour que ce scénario-là il fonctionne, vu la taille des résistances et vu l'absence de structure haussière du marché, je veux dire, on n'a pas de réserve de puissance dans ce marché. Pour moi, c'est 5 à 10%, parce que j'ai appris à ne jamais dire jamais sur un marché financier. Mais sinon, vous me mettez 30 ans de moins, je dis zéro chance. Tous les autres scénarios, en revanche, sont possibles. Tous les autres, ça veut dire, je dirais à aujourd'hui, peut-être 65% de chance, à 70% de chance. On a sur les marchés américains une mise en place d'une consolidation qui va durer 1 an. Dans un range, je ne peux pas le prévoir à l'avance, mais peut-être que ça sera moins 15, moins 20% entre le plus haut et le plus bas, et on n'est pas obligé d'aller faire le plus bas maintenant, mais enfin voilà, 1 an dans un range. Ou bien alors on a un marché qui est plus rapide à un moment donné. Enfin, sincèrement, à ce stade-là, on ne peut pas savoir. Ce qui est sûr, c'est que le gap qu'on a ouvert ce matin, si on le laisse ouvert, ça va faire mal. Dites, c'est la clôture de mardi qui va être très importante, celle du 30 novembre. La clôture de mardi, c'est la clôture mensuelle. À partir du mois de décembre, la liquidité, on va la chercher sous les cailloux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une structure de marché là qui est extraordinaire. 1er novembre, on a ouvert un gap haussier. Et on a ouvert un gap haussier qui a fait que sur l'Eurostoxx 50 et sur le CAC 40, tout le reste du mois jusqu'à hier, toutes les cotations, et on a eu des volumes ce mois-ci sur les actions, sont toutes au-dessus de l'ensemble du mois d'octobre. Et aujourd'hui, on ouvre avec un gap comme ça. Qui nous ramène à... Tous les gens qui ont acheté en novembre, ils sont tous perdants aujourd'hui. Tous. Là, on est sur les niveaux du 29 octobre. Et on a eu des niveaux de transactions qui étaient super élevés. Donc là, on a un paquet de gens qui sont pendus. Donc soit ils disent tout de suite ça repart, et on va très très vite à la hausse, soit sincèrement on va se le traîner en décembre et janvier. Oui, mais on va être fixé assez rapidement d'une certaine manière. Oui, normalement on est fixé rapidement. Bon,
Très belle démonstration. Thibaut, qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'analyse? Encore une fois, cette séance de sell-off, est-ce qu'elle nous surprend? Il faut qu'on dise forcément un mot du risque sanitaire qui alors joue l'effet catalyseur, déclencheur peut-être de cette baisse un peu forte. Oui, moi je vais changer de sujet parce que j'ai pas tout compris, parce qu'il y a beaucoup de sujets de gamma négativité qui sont au-delà de mes compétences. Mais néanmoins, c'était On peut tout à parler fait du brillant. delta. Moi, j'irais plus simplement sur l'idée qu'on a aujourd'hui une sorte de wake-up call entre ce qu'on a envie de voir et la réalité de ce qui se passe. La réalité de ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de valeurs, leur croissance, valeurs qui souvent ont souffert quand les taux ont monté, qui publient des résultats hallucinants. Voilà, on peut penser aux semi-conducteurs, on peut penser à des valeurs, je sais pas, par exemple, HelloFresh aujourd'hui qui montait beaucoup, à toutes ces valeurs même santé qui ont eu des résultats dingues, où le marché se dit, ouais, c'est cher, c'est pas forcément durable, et donc ont connu une deuxième partie d'année un peu lourde, même s'il y a eu parfois des rebonds, y compris justement après les résultats, qui ont souvent beaucoup porté ces sociétés-là. Contre-coup de ces valeurs très Covid, très marquées Covid. À côté de ça, on a des valeurs, on peut penser par exemple à l'automobile, qui en septembre faisait un mois top avec des profit warnings de partout. Donc on a des sociétés qui étaient considérées comme pas chères, mais que le marché a envie de jouer en se disant c'est pas cher, donc si les taux montent, c'est protecteur, et puis si ça rouvre, ça va revenir. Et à chaque fois qu'il y a un élément de marché un peu violent, ce qui est le cas aujourd'hui, on se retrouve un peu sur ce wake-up call microéconomique et dire si j'achète des valeurs pas chères, parce qu'elles sont pas chères, mais enfin qu'à un moment donné, il n'y a plus jamais de trafic aérien, ça doit être pas cher, ça sera pas cher, en fait, ce sera pas si pas cher que ça. Et à côté de ça, on a des valeurs, on peut penser à LVMH, à SM, etc., où on dit c'est cher, mais à force de coller les résultats en hausse de 20%, en fait, on se rend compte que c'est plus si cher que ça. Parce que quand la croissance est très forte, alors évidemment, la Hermès fera une exception, mais pour les autres, quelque part, c'est cher, mais quand il y a une croissance élevée, c'est pas si cher. On arrive un peu à cette logique à la Amazon où tout le monde dit c'est hors de prix, puis au bout d'un moment, quand c'est au plus haut historique, tout le monde dit c'est quasiment value. Donc, il y a cette logique qui est de dire, aujourd'hui, c'est une séance où toutes les valeurs qui ont quand même du mal à sortir des résultats bons parce qu'ils ont été disruptés, souffrent du fait que si ça doit durer dans une situation délicate, c'est compliqué. Et puis, il y a des valeurs qui tiennent très bien, qui sont celles qui, en fait, délivrent. Parce que quelque part, c'est ça aussi qui est rassurant. Et donc voilà, c'est ces séances un peu d'inversion. C'est également ça permet de tester, de faire le tri et de tester la réelle solidité des dossiers, des valeurs qu'on peut avoir en portefeuille ou pas. Oui, et puis après, c'est aussi un peu des séances de panique. Donc il y a des trucs qui ont beaucoup remonté récemment où les gens sont contents de les shooter. C'est aussi des séances qui arrivent de temps en temps et qui disent pas forcément tant de choses que ce qu'on veut leur faire dire. Mais on observe quand même que c'est une séance où globalement, tout ce qui est un peu dans la difficulté en termes micro est très chahuté. Tout ce qui est très positif en termes micro est quand même bien tenu. Ne serait-ce que parce que généralement, ce qui est très bien tenu en termes micro est bien valorisé. Ce qui est bien valorisé a souffert des risques de remontée de taux et est plutôt aidé par le fait que là, on se dit que, comme souvent dans ce genre de situation, les banques centrales ont peut-être pas comme top priorité de remonter les taux immédiatement. Vous connaissez bien le fonctionnement de l'industrie de la gestion d'actifs et des sociétés de gestion en général, et Arbevel évidemment en particulier, Thibaut. Après des performances quand même. Normalement, les fonds actions ont plutôt bien fait cette année. C'était compliqué de se tromper complètement, même si les benchmarks étaient pas faciles à battre. Imbattable. Quand même imbattable. Les performances en absolu sont quand même confortables. Une baisse comme ça de fin d'année, à un mois de la fin d'année, vous dites les gérants fondamentaux vont avoir envie d'y revenir, ou au contraire, ça va peut-être les inciter à loquer et verrouiller leur book plutôt que prévu. Moi, je crois que ça marche pas du tout comme ça. Déjà, on a une industrie de la gestion qui, dans des volumes qui baissent un peu, surtout sur les petites et moyennes valeurs, est une industrie, en tout cas c'est le positionnement financier Arbevel, qui se veut stratégique. Donc on n'est pas là pour faire du mouvement tactique, parce que si vous vendez une position que vous avez mis un mois à accumuler, vous ne savez pas quand est-ce que vous pouvez la refaire. Et puis, les mouvements ne sont pas liés forcément à la microéconomie. Donc vous ne sortez pas d'une boîte parce que le marché bouge comme ça. Ce n'est pas ça que vous faites. À la limite, pour les plus actifs, vous avez des stratégies optionnelles pour vous couvrir ou de futur, mais vous n'allez pas dire je vends toute une position parce qu'il y a eu un momentum et je vais la reprendre. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est qu'on n'est pas dans un mouvement de marché, on n'est pas dans une humeur, comme on l'avait eu par exemple en septembre, début octobre. On est dans un fait. Donc on va avoir des résultats très rapidement. Est-ce que comme les variants de l'été, c'est un variant qui augmente la contamination de 4% et en fait on s'en cogne total, ou est-ce que c'est un truc qui va être beaucoup plus mortel et qui va créer un besoin d'avoir un shot supplémentaire et donc de 3 mois ça n'a rien à voir dans les deux scénarios. Donc on a besoin de savoir où on en est pour prendre des décisions de gestion. Ça va prendre quoi 2, 3, 4 semaines pour avoir une idée un peu... BioNTech vient d'annoncer qu'ils faisaient un test sur le variant et qu'il leur fallait 2 semaines. Voilà. Donc globalement, on peut aussi considérer qu'il ne se passe rien de très affolant. Encore une fois, vous le disiez, ça paraît des mouvements énormes. Bon, on annule une hausse d'un mois, ce qui arrive quand même très souvent, même si le rythme auquel ça le fait est rapide. Mais je veux dire, ça aurait pu se faire sur 3 séances que, fondamentalement, pour le gérant qui a un fonds et qui regarde des niveaux de valorisation de société et qui ne regarde pas des notions de vélocité qui sont un peu éloignées de notre univers à nous au quotidien,
Bon, on a rendu 4% sur la semaine. Il n'y a pas grand-chose de fascinant à signaler. Donc, pour changer de conviction sur les thématiques, il faudra d'abord savoir ce que ça donne d'un point de vue sanitaire. Pour changer de conviction société par société, je ne crois pas que ce soit le genre de mouvement qui modifie complètement la perception. En tout cas, dans la manière de fonctionner financière à Bevel, ce n'est pas ce genre de mouvement qui nous fait faire des changements drastiques dans les portefeuilles. Thomas Friedberger chez Ticket OIM. Alors commentaire après tout ce qui a été dit. Et puis, encore une fois, qu'est-ce que cette séance en tant que telle? Et puis le risque Covid, parce que c'est quand même bien ça derrière qui remonte d'un cran et qui joue en tout cas un prétexte pour peut-être faire baisser le marché, prendre des profits. Est-ce qu'il faut reconsidérer ce risque? Qu'est-ce que ça nous dit quand même de la manière dont les choses peuvent se dérouler pour la suite en termes de stratégie d'investissement? Bon, sur l'aspect tactique, court-moyen terme, je pense que tout a à peu près été dit. On peut peut-être rajouter quand même que la structure du marché des options, notamment aux États-Unis, est quand même très axée vers le retail. Ça, c'est relativement... c'est un phénomène qui a quelques mois, voire quelques années. Mais donc, c'est ce retail américain, c'est ces investisseurs particuliers qui achètent des calls. Donc, ça laisse cette fameuse position, sans vouloir être trop technique, gamma négative dans le marché, qui accentue les tendances pour les banques. Elle est claire, et particulièrement aux États-Unis, et c'est très concentré sur un petit nombre d'actions. Oui, c'est ça. Il y a les options sur indice et puis il y a des options directement sur des grosses valeurs type Tesla ou autres qui sont massives aujourd'hui. Qui sont massives, voire plus importantes que sur les indices. Bon, donc après, tout a été à peu près dit là sur le court moyen terme. Sur le long terme, ce qui est peut-être intéressant de regarder, c'est aussi que le marché est un petit peu aussi dans le déni, je dirais, du fait qu'on a probablement atteint un point d'inflexion dans la croissance des résultats des entreprises, en tout cas sur les vents dans le dos dont ont bénéficié ces croissances de résultats des entreprises depuis quelques décennies, le fait qu'il y ait moins de mondialisation, donc moins de capacité à optimiser, le fait que les taux remontent et que l'inflation quand même se manifeste, même si elle n'est pas, ça sera peut-être pas de l'hyperinflation. Le fait que les taux d'imposition sur les sociétés commencent à remonter, ou en tout cas s'harmonisent, tout ça, c'est des vents dans le nez, je dirais, pour la croissance des résultats des entreprises. Et c'est vrai que l'effet de rattrapage post-Covid a été très violent. Et donc aujourd'hui, le marché, enfin jusqu'à présent, le marché ne regardait que ça et se voile un petit peu la face peut-être sur ces vents dans le nez qui viennent sur les tendances long terme de croissance des résultats des entreprises, sans compter le fait que ça sera plus compliqué de faire de l'ingénierie financière, que les États ne vont pas laisser non plus les entreprises trop opérer avec des niveaux de capitaux propres ultra optimisés, parce qu'on voit bien ce qui se passe notamment sur le secteur aérien aux États-Unis, où finalement le package de sauvetage de l'État vient compenser les 5 ans de rachat d'actions financés par de la dette qui ont détruit du capital. Et donc tout ça, plus le coût de la transition énergétique qui est très sous-estimé, mais quand on parle avec des entreprises en direct, ils vous disent quand même que le coût de reconvertir un appareil de production ou de l'adapter, je pense par exemple au secteur aérien, etc., n'est clairement pas négligeable, et le financement de ça, c'est un problème. Et tout ça ensemble fait que quand on a des valorisations très élevées, sur le long terme, on peut se poser des questions sur le prix, le juste prix à mettre en face de ça. Et donc voilà, donc toujours un message de prudence, il faut, enfin, les multiples très élevés dans ce contexte-là sont un petit peu préoccupants. Oui, mais c'est vrai qu'on a tous entamé la saison de publication de résultats du troisième trimestre avec des interrogations justement sur et puis les résultats. Les entreprises ont une fois de plus démontré qu'elles étaient capables de continuer à être toujours plus bénéficiaires dans le contexte actuel, y compris dans le contexte actuel de hausse des coûts de matière, Oui, alors il y a des effets qui ne se font pas encore sentir. Alors c'est ça. À mon avis, clairement. Alors, c'est vrai que il faut admettre que cet effet de rattrapage post-Covid, il est ultra violent. Les moyens qui ont été mis en face, il faut quand même le rappeler, sont également ultra violents. Vous voyez la taille des packages aux États-Unis. On est maintenant, je crois, sur des packages cumulés entre les 3 packages autour de 8 trilliards de dollars. 8 trilliards de dollars, c'est, je crois, 4 fois le PIB de la France, quelque chose comme ça. C'est plus du tiers du PIB américain, si je ne me trompe pas. C'est quasiment 10% du PIB mondial, quoi. Donc on est quand même... et ça, c'est juste pour les États-Unis. Donc je dirais ce carpet bombing d'argent qui fait que, d'ailleurs,
les revenus des ménages aux États-Unis n'ont pas baissé pendant la phase de récession, qui fait qu'aujourd'hui, il y a tout ce cash qui cherche à se dépenser aux États-Unis et que l'offre n'est pas capable d'adresser et qui crée tous ces goulets d'étranglement. J'ai vu que le niveau de revenu brut aux États-Unis est supérieur au niveau de PIB, au niveau de création de richesse totale aujourd'hui aux États-Unis. Donc il y a ce problème-là. Alors ça explique effectivement le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui génèrent des bons résultats. Ouais. Quand on creuse un petit peu dans le monde des entreprises plus petites, également dans le non-coté, etc., on voit quand même qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont pas dans un mode survie, mais qui sont quand même qui sont passées pas loin de la disparition s'il n'y avait pas eu tous ces packages de sauvetage et qui quand même aujourd'hui consacrent une partie de leur cash flow à rembourser leurs dettes au lieu d'investir. Ça c'est un autre point qui est que pour faire face à tout ça, les entreprises, moi je suis assez convaincu qu'il y a un nouveau cycle de CAPEX qui commence dans le monde. Les entreprises vont devoir investir pour rester compétitives parce qu'elles ne pourront plus optimiser autant qu'elles l'ont fait. Et ce cycle-là va déclencher de la dispersion qui est le thème favori parce que clairement quand il y a le CAPEX, c'est un peu l'ennemi de l'investisseur en action. Et c'est les meilleurs managements, les gens qui font la meilleure allocation d'actifs qui vont le mieux s'en sortir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi dans la sélectivité. Mais d'une certaine manière, tant mieux pour l'économie réelle. Bah ouais. Oui, non mais je tiens à le rappeler quand même, c'est bien. Peut-être que ce sera plus compliqué pour les marchés financiers, mais c'est bon pour l'économie réelle. C'est un cycle d'investissement, une dynamique sur le marché du travail. C'est quand même ce qu'on espère tous, c'est ce qu'on n'a pas eu depuis 10 ans. C'est sain, c'est aussi bon pour la démocratie parce que quand on y réfléchit un peu plus d'inflation, les périodes d'inflation, c'est des périodes en général où les inégalités se contractent. C'est plutôt bénéfique pour les travailleurs et c'est plutôt moins bien pour les rentiers. Ça viendrait juste compenser un tout petit peu 20, 25 ans, 30 ans de l'effet inverse. Et je pense que c'est assez bénéfique parce que les primes de risque compressées sont dans les démocraties. Enfin, les marchés dans les démocraties sont liquides, transparents parce que c'est des démocraties. La compression des primes de risque, c'est ça. Si on continue sur cette tendance de tout pour l'actionnaire et rien pour le travailleur, les démocraties seront déstabilisées par des votes extrêmes. Et dans ce cas-là, les primes de risque, elles vont s'élargir. Donc, je pense que l'inflation, c'est pas si mauvais que ça finalement pour l'équilibre général. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste en tenir compte quand on investit. Thibaut Prébet, alors sur peut-être les grands axes d'investissement 2022, et puis je ne sais pas s'il y a un mot à dire autour des banques centrales, après la description qu'on fait de l'environnement de marché macroéconomique et politique presque. Et politique, oui, j'allais dire, effectivement. Non, mais oui, après c'est des sujets compliqués. Nous, on n'est pas forcément à la fois si inquiets que ça sur les marchés et à la fois si rassurés sur l'inflation, dans le sens où on pense qu'il n'y aura pas forcément beaucoup d'inflation, mais que l'inflation qu'il y aura, c'est beaucoup de l'inflation matières premières liée à la transition énergétique. Et que l'inflation matière première et la transition électrique, c'est quand même pas un gain de pouvoir d'achat génial pour tout le monde. Donc, il faut aussi voir où va être l'inflation. C'est-à-dire qu'il n'est pas certain que l'inflation telle qu'elle se dessine aujourd'hui, où ça fait des années que dans les pays où il n'y a pas de chômage, ça a été le cas pendant 30 ans en Allemagne, 30 ans au Japon, depuis les aux États-Unis, c'est pas de l'inflation salariale qui sort. Il n'y en a pas. Par contre, si on a les matières premières et les transitions qui explosent, c'est quand même pas dingue. Donc, il va falloir voir aussi si l'inflation dure et quelle est cette inflation. Après, ce qu'on constate au niveau des banques centrales aujourd'hui, c'est que on a un impact assez fort sur les devises, ce qui était un peu disparu. Oui. Et on commence à avoir cet enjeu au cours des dernières semaines, avec encore aujourd'hui justement cette inversion. La lecture qu'on a chez Financière à Bevel, c'est de dire assez simplement qu'en réalité, on a aujourd'hui un système dans lequel toutes les banques centrales ont annulé de la dette. Annulé de la dette parce qu'en réalité, les banques centrales ont acheté de la dette d'État, que cette dette d'État est stérilisée, puisque tous les revenus qu'elles donnent sont rendus aux États, et que quand elles sont remboursées, elle est rachetée. Donc en termes économiques, c'est de la dette qui est annulée. Ce qui veut dire que si on est cohérent, on fait ce qu'on a fait avec beaucoup de dettes, c'est-à-dire qu'on les allonge, on fait plus de revenus, puis au bout d'un moment, on les annule. Pas trop vite pour pas que ce soit les mêmes politiques, pour pas que... Voilà. Et donc dans ce cadre-là, on constate qu'on revient à des niveaux d'endettement pour les pays qui sont globalement acceptables. Sauf qu'en fait, ça revient exactement à dire qu'on a annulé de la dette sans contrepartie, ce qui veut donc dire qu'on a dévalué. Pourquoi ça a bien marché ? Ça a bien marché parce qu'on a dévalué en Europe, aux US, au Japon, en Chine, au UK. Donc en fait, tout le monde a dévalué. Et donc ce qui a monté pendant ce temps-là, c'est les cryptos qui n'ont pas de contrepartie de dette. Donc dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on constate ? Que les premiers pays qui vont arrêter de dévaluer, c'est-à-dire d'arrêter le quantitative easing, sont ceux qui vont voir leur monnaie monter. Et donc quand on parle depuis juin d'un tapering américain, c'est-à-dire d'un ralentissement de ce quantitative easing américain, dans ce cadre-là, on a 10 points de hausse du dollar face à l'euro, puisque nous, on continue à dévaluer comme tout le monde, et eux arrêtent de dévaluer, et l'euro, qui est la monnaie peut-être de la Banque centrale qui dit le plus qu'elle va continuer longtemps, est celui
qui baisse le plus. Et donc on voit aujourd'hui que une séance, C'est intéressant, oui. on ne dit pas tiens, il y a plus de taux aux US, non, on va dire ils vont peut-être ralentir le tapering. Et s'ils ralentissent le tapering, ça veut dire qu'ils vont continuer à dévaluer plus longtemps. Et donc le dollar repère un peu de cette force. Et donc je pense qu'on va avoir sur l'euro-dollar un truc qui est moins lié à, comme à une période, des peurs sur l'Europe, parce qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui de peur sur l'Europe, ou une très grande envie d'aller aux US pour la croissance. On est plus sur un jeu de dévaluation. D'accord. Et je pense que c'est quelque chose qui va durer, parce qu'on a aujourd'hui une devise qui est quand même très liée à ces mouvements. Et avec pas mal de banques centrales qui hésitent à appuyer, les mouvements et les changements dans la manière d'apprécier ça peuvent être assez radical. Donc nous, on croit assez à cette idée-là. Et évidemment, là-dedans, le fait que la devise chinoise est plutôt montée est bien intégré avec le fait que c'est plutôt eux qui ont au final Le moins dévalué. le moins dévalué parce qu'ils ont pris le truc en premier, mais finalement, du coup, plutôt Mais moins que les autres. sur le dollar, en suivant votre raisonnement, alors hormis la séance du jour qui remet un petit coup de barre dans l'autre sens, parce que le dollar justement a beaucoup monté sur l'idée que la Fed allait accélérer sa normalisation, vous dites que le dollar a encore de la place pour s'apprécier dans cette logique-là. Il y a de la place si vous pensez que la Fed va arrêter son programme beaucoup plus vite que prévu et monter les taux beaucoup plus vite que prévu. Ce qui, jusqu'à aujourd'hui, je ne vais pas dire était un done deal, mais était quand même de plus en plus consensuel. Non, parce que ce qui va faire bouger le dollar, c'est si ça va plus vite que le consensus. Et le consensus, aujourd'hui, il est déjà quand même globalement sur des hausses de taux. Donc en fait, la question aujourd'hui, si on veut que le dollar décale beaucoup plus, il faut qu'on sorte de cette idée simple que les taux, d'après les membres de la Fed, vont aller jusqu'à 2,5. S'ils vont jusqu'à 2,5, max sur les taux monétaires, on voit bien que le 10 ans, avec des hausses puis des baisses, il a du mal à dépasser les 1,60 à 80. Parce qu'on sait que ça va monter au fur et à mesure, qu'après, ça rebaissera sans doute. Donc, tant qu'il n'y a pas des membres de la Fed qui disent, comme l'ont fait d'anciens membres de la Fed, mais pas des membres de la Fed, on peut aller à 3 ou 4, on aura du mal à avoir des taux qui montent vraiment. Et dans ces cas-là, je pense que du coup, le dollar aura du mal à aller beaucoup, beaucoup plus loin. Si on a un ou deux membres de la Fed qui disent, à 2,5, c'est peut-être pas assez, c'est peut-être 4, ce auquel, chez Financière Bevel, on ne croit pas. Il faudrait que beaucoup de choses aient changé dans le potentiel économique américain pour que le taux d'arrivée terminal soit beaucoup Et ça plus serait haut. surtout un sujet immobilier, parce que si on regarde bien aujourd'hui, il n'y a pas pour l'instant d'inflation salariale, ou en tout cas, il n'y a certainement pas d'inflation salariale inquiétante et qu'il faudrait juguler. Hein, si on commence à dire que les gens à bas salaire commencent à gagner leur vie, ce n'est pas une urgence de freiner le mouvement qu'on a attendu depuis quand même très longtemps et qui quand même se matérialise que moyennement. On n'a pas tellement envie de dire on utilise de nouvelles matières premières pour la transition énergétique, il faut vite freiner ça. On a Biden encore qui a dit que la Fed était responsable de la transition énergétique. Alors maintenant, c'est les inégalités, la transition énergétique, la croissance. On dit qu'il y a trop de banques centrales, mais quand on voit les missions qu'on leur donne, on ne voit pas très bien comment on en aurait moins. Donc en fait, aujourd'hui, le fait de réfréner, de faire monter les taux, le premier impact qu'on peut voir, c'est calmer un peu les achats sur l'immobilier américain, qui sont un vecteur de fragilité pour l'économie américaine et mondiale. Si on sort de ça aujourd'hui, des éléments qui justifient de monter beaucoup plus les taux, c'est-à-dire une inflation qu'on a envie de réprimer et qu'on peut réprimer par des moyens monétaires, on n'a pas des signaux dingues. Donc je pense qu'il ne faudra pas une tonne de stress sur cette ce nouveau variant pour que la Fed recule un peu. Pour qu'elle accélère beaucoup, il faudrait à mon avis peut-être des données plus fortes. Je comprends. Par exemple sur l'immobilier. On ne le voit pas, donc pas une inquiétude très forte à ce sujet-là, mais je pense que voilà, ce sujet des 2,5 sur les taux courts est à mon avis le sujet un peu déclencheur potentiel qu'il faut surveiller sur la devise comme sur les taux longs. Sur le Forex, effectivement, on en a très peu parlé tout au long de cette phase pandémique, crise pandémique, reprise, etc. Et c'est quand même le mouvement de cette fin d'année, Valérie. Comment vous le regardez ? En fait, pour moi, c'est pas porteur de beaucoup de sens, dans la mesure où ça fait 5 ans que l'euro-dollar, en fait, il évolue entre 1,05 et 1,18. Ouais. Je ne sais plus trop bien. On est toujours en terrain connu. Non, mais bien sûr, on n'est pas sorti des zones connues. Voilà. Et en fait, les explications macroéconomiques qui ont sous-tendu chacun des mouvements n'ont pas cessé de changer. Donc le prochain mouvement, ça sera pour une raison encore différente. Comme Thibault l'a dit, l'histoire actuelle, elle est arrivée un petit peu à bout de course. Donc ça sera une autre histoire qui fera bouger l'euro-dollar. Et il y a... Enfin, je ne vois pas, pour le moment, il n'y a rien de significatif qui se soit passé. Je sais que ça peut choquer des gens parce qu'on vient de 1,18, on a baissé jusqu'à je ne sais plus combien hier, 1,12. 1,12,50, oui, visiblement voilà. c'est un gros Donc, niveau déjà. Voilà. On vient de 1,20, 22 en début d'année. Bon. Enfin, pour moi, ce n'est pas un gros mouvement et surtout, ça n'est pas un mouvement de tendance. On est toujours dans un équilibre qui existe, en gros, depuis qu'on a des quantitative easing de partout. Et effectivement, si à un moment donné, on a un signal clair de sortie de quantitative easing, ça peut potentiellement nous faire sortir d'un range. Mais pour le moment, ce n'est pas fait.
et pas forcément dans le sens auquel on s'attend. C'est-à-dire que c'est pas celui qui va faire le tapering en premier dont la devise va monter. Alors ça, j'y crois pas du tout, parce que à vrai dire, celui qui va faire le tapering en premier, c'est celui qui va avoir la plus forte certitude de croissance. Celui qui a la plus forte certitude de croissance, il peut tout à fait avoir une devise qui s'affaiblit. Voilà. Donc pour moi il n'y a pas de corrélation à anticiper, ça pourra se remettre en place après, hein. Mais les corrélations entre spread de taux d'intérêt qu'on apprend à l'école et devises, elles sont très changeantes et elles peuvent aller à contre-courant de la théorie pendant des périodes de 6 à 18 mois sans aucun problème. Vous dites qu'il n'y a pas de nouvelle histoire pour vous là sur le dollar. Moi, je suis d'accord avec Thibault sur le fait que l'histoire qu'on a connue sur le différentiel de vitesse de tapering, ça va être dur de pousser cette même histoire beaucoup plus loin. Oui, d'aller beaucoup plus loin. Avec la même On a histoire, intégré une vitesse très rapide du côté de la Fed. Ouais, voilà. Donc, il va falloir trouver autre chose. Mais c'est pas ça qui va empêcher le dollar, peut-être, donc l'euro de rebaisser à 1,05 dans 3 mois. Peut-être, pourquoi pas. Mais peut-être qu'on va remonter aussi à 1,18 sur l'euro. Il n'y a rien qui soit fondamentalement différent dans cet univers monétaire que l'on connaît depuis plusieurs années. Thomas, si on regarde la situation du point de vue des devises et du dollar, bien sûr, alors encore une fois, je rappelle toujours, 1,22, c'est le consensus en début d'année disait 1,30, 1,35, 1,40, grand débasement, grande dépréciation du dollar. Bon, ça a été un contre-pied majeur quand même de cette année. Qu'est-ce que vous en dites chez Tikehau EM? Et puis, partant du dollar, comment vous regardez peut-être la situation de certains émergents? On en a parlé beaucoup cette semaine, la Turquie. Toujours un peu la même histoire, mais voilà, à chaque fois, c'est quand même assez soudain, assez violent. Sur la lire turque, bien sûr. J'ai vu que le Mexique aussi commençait à frémir un peu. Effectivement, c'était le consensus en début d'année. On en avait parlé d'ailleurs en début d'année, et nous, on était un petit peu plus conservateurs que ça. On disait que finalement, le dollar, comme devise Gardait encore un peu d'intérêt. Encore un peu d'intérêt. On est bien content. Même si c'est pas notre métier de faire des paris sur les devises. C'est vrai que la ligne de crête pour les banques centrales, pour toutes les banques centrales, y compris la banque centrale chinoise d'ailleurs, elle est assez fine, hein. Comme je sais qu'on aime beaucoup la Corse, j'oserais dire qu'elle est aussi friable qu'un canistrelli dans un verre de myrte. Et particulièrement pour la Chine, parce que la Chine, avec la situation du marché de l'immobilier, est quand même dans une situation assez compliquée. On sait que la Banque centrale de Chine n'aime pas l'inflation. Elle est assez proche de l'ancienne Bouba, de la Bundesbank dans ce domaine-là. Et donc effectivement, c'est elle qui a eu la politique monétaire pendant la crise de la Covid la moins accommodante, qui fait que le renminbi est plutôt fort, ce qui est solide. Un facteur inflationniste, parce que c'est quand même ça qui a injecté aussi de la déflation pendant 25 ans dans l'économie mondiale. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut tenir compte quand on fait un peu des prévisions sur l'inflation. Et puis sur les marchés émergents, effectivement, on voit que c'est toujours un petit peu les mêmes pays les suspects habituels, comme on dit, c'est ça, qui sont les plus vulnérables. La situation du Mexique, alors au Mexique, la situation économique est assez compliquée, alors qu'à côté, on a un pays qui est en forte croissance. Mais effectivement, du côté des émergents, ça va pas être facile non plus à gérer. Ça va beaucoup dépendre de la trajectoire des taux réels, probablement. Et si ce sont des suspects habituels, Turquie, Mexique ou d'autres, c'est-à-dire on connaît l'histoire, on sait déjà comment ça se termine. Est-ce que c'est des risques de contagion? Alors je ne veux pas employer le mot systémique, mais encore une fois, la Turquie, le Mexique, c'est pas des petits pays. La Turquie, c'est un grand pays émergent, c'est même un grand pays tout court aujourd'hui. Il y a une dynamique qui a changé quand même, c'est maintenant le poids de la Chine, je dirais, dans l'économie mondiale, et le fait que notamment sur les pays émergents asiatiques, ça ne dépend plus uniquement que des taux réels américains et des prix des matières premières. Il y a aussi la situation chinoise, et on voit bien qu'un pays comme par exemple l'Indonésie, qui est aussi un très gros pays, a maintenant dépend aussi beaucoup maintenant de l'économie chinoise. Donc il y a un effet stabilisateur, vous dites, sur la partie asiatique, notamment autour de la Chine. Oui, et notamment parce que la Chine, alors ça va prendre du temps, etc., mais est en train de créer sa zone d'influence également monétaire, hein, grâce au projet Belt and Road, par exemple, qui font qu'ils incitent leurs partenaires commerciaux à s'endetter, à commercer dans leur devise. Et donc ça devrait quand même faire bouger un petit peu les lignes sur les marchés émergents dans les décennies à venir. Voilà. Bon. Les émergents, je ne sais pas, est-ce que ça vous inspire, Valérie? Non, c'est pas dans votre radar. Enfin, c'est pas dans votre radar. Je veux dire, c'est pas une opportunité pour 2022. Je sais pas, si on cherche des idées d'opportunités pour 2022. Non.
C'est trop tôt pour le dire. Enfin, pour le moment, ça n'est pas une opportunité. Peut-être que ça le deviendra, mais pour le moment, ça ne l'est pas. Thibaut, je sais pas, sur les émergents. Puis sinon, je voulais bien qu'on dise un mot, il nous reste 5 minutes, un mot de l'Europe. Ça a été l'événement de la semaine, quand même, la coalition tricolore en Allemagne. On sait que les négociations, quand elles aboutissent, sont généralement un socle solide pour un programme de gouvernement qui sera respecté. Donc, d'ailleurs, c'est une source assez fiable quand même pour imaginer ce que sera l'Allemagne d'Olaf Scholz. Est-ce que ça, du point de vue de l'investissement, est-ce qu'il y a des points pertinents à relever ? Est-ce que, je sais pas, le logiciel politique européen pour 2022 sera un peu différent de ce qu'on a connu précédemment ? Du point de vue marché, je crois que l'Allemagne, c'est surtout un sujet énergétique. Voilà, le sujet énergétique et le sujet, le mix, voilà, tous ces sujets sont des sujets où l'Allemagne a été pionnière, essaie de se dépatouiller en expliquant qu'elle va faire, oui, du gaz, mais bon, du gaz bio avec l'hydrogène et compagnie, qui globalement pour l'instant reste du gaz, pour essayer de se passer du nucléaire. Et là, il y a des enjeux sur la taxonomie, dans le rapport de force avec l'Allemagne, qui est moteur pour les années à venir. Si on sort de ça, le politique, c'est quasi exclusivement du bruit d'un point de vue marché. On a en Europe l'avantage d'avoir des élections tous les ans. Tous les ans, on les regarde en disant oh là là, et puis alors, le référendum constitutionnel italien, et puis machin, le truc. Le marché s'en tape complet. Donc ça, il faut l'accepter, parce que c'est du bruit, parce que des pays qui n'ont eu pas de gouvernement pendant quelques temps, type Belgique, s'en sortent généralement tout aussi bien que les autres, et ceux qui en ont, la prise de décision est tellement longue, avec des impacts qui sont limités, avec des sociétés qui globalement ont souvent des visions assez internationales, et parfois un effet de vis de 5-10% pour les profits rapatriés a beaucoup plus d'impact qu'une décision gouvernementale. Donc quand on a des phases systémiques, la politique gouvernementale est cruciale. Quand on a le vote politique, en termes d'investissement, reste quelque chose qui est très théorique, sauf effet de bord catastrophique qui, en pratique, n'arrive jamais. Et quand bien même il arriverait, serait suivi d'une soupape de sécurité qui serait les législatives, si on parle de la France. En Allemagne, on a toujours des coalitions hyper larges. Donc c'est vrai que c'est gage de stabilité, c'est une bonne nouvelle sur le long terme pour la capacité à faire du business, d'avoir de la visibilité et de ne pas changer tous les 3 mois de gouvernement comme en Italie. C'est évidemment un plus. Mais considérer que pour les marchés, ça va être un vecteur de réaction fort, je crois que c'est malheureusement pas très réaliste compte tenu du passé. On se rappelle qu'on a réussi à faire bouger le marché 3 mois avec le Brexit et qu'ensuite on a décalé. On s'est rendu compte que maintenant la fonction de réaction, quand elle durait 3-4 heures sur une élection, c'était déjà bien. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle et que le sujet qu'il faut continuer à surveiller, c'est le sujet énergétique, qui est le seul vrai sujet politique de la période actuelle, avec peut-être, mais vous l'avez évoqué avant très justement, mais c'est plus souvent un sujet US, le sujet de l'imposition des sociétés qui évidemment a un impact fort. Non, mais énergétique, au-delà de ça, je me disais après justement le stress test Covid où des choses ont avancé justement du fait de la catastrophe pandémique. Est-ce qu'il n'y avait pas l'idée qu'on pouvait capitaliser un peu sur une Europe qui se remettait un peu en marche ? Il y a, je veux dire, les projets et les dossiers qui doivent permettre de compléter l'intégration européenne, ils sont tous là encore sur la table. Je me disais, je ne sais pas, avec Scholz, Macron, Draghi, tout le monde se dit, tiens, peut-être qu'on a quelque chose là qui permet, dans une année normal, espérons-le, de continuer d'avancer. Oui, mais ça c'est le cas. Enfin, moi j'aime bien cette phrase, on entend les arbres tomber, on n'entend pas la forêt pousser. Bon, en 2012, on entendait bien ce qui se passait en Europe, c'était visuel, quoi. Il y a des Grecs qui disaient aux Allemands que c'était des nazis et que leur dette c'était la dette de destruction de la Grèce, donc il fallait qu'ils payent. Les Allemands qui expliquaient avec les Grecs, ils ne payaient pas leur dette, qu'ils étaient des malades et des voleurs. Donc on entendait bien, il y avait des idées de sondage partout pour quitter l'Union européenne. Aujourd'hui, on n'a plus nulle part. Le Royaume-Uni n'a pas bouleversé tout le monde par l'aspect impressionnant de l'exécution. Il n'y a plus vraiment de sujets graves. Il y avait des sujets d'union bancaire, plein de sujets qui ont globalement avancé. Donc aujourd'hui, l'Europe est quelque chose qui, institutionnellement, n'inquiète plus, en tout cas à l'étranger. L'image dans les pays asiatiques n'est plus d'un pays, un truc qui est en train d'exploser gentiment. C'est un truc qui a l'air d'avoir un socle solide qui avance. Après, encore une fois, quand il n'y a pas de problème, ça intéresse peu le marché, tant que les choses avancent. Aujourd'hui, clairement, on ne peut pas dire que les gens sont dissuadés de l'Europe parce que ça semble un vecteur d'instabilité. Et on le voit bien sur les taux européens. Et à un moment, ça allait dans tous les sens parce qu'on se disait qu'est-ce que ça donne sur chaque devise si tout le monde se barre. Bon, aujourd'hui, c'est plus vraiment une thématique forte. Donc, politiquement, voilà, moi, je reste sur cette idée de l'énergie. Le reste, ça n'a pas changé grand-chose à notre vie. Je vous vois acquiescer, Thomas, mais c'est vrai, je veux dire, le risque souverain, le risque institutionnel en Europe, on ne va pas se retrouver avec ce risque qui va revenir dans une phase d'après-crise, je ne sais pas, qui pourrait présenter aussi des difficultés. Sauf crise économique exceptionnelle, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est un sujet, effectivement, taux d'imposition sur les sociétés qui est un sujet global, mais l'Europe, là-dedans, a beaucoup à faire et à dire, puisqu'il y a quand même une hétérogénéité
relativement importante de la philosophie de l'imposition sur les sociétés à l'intérieur même de la zone euro, et puis un sujet énergétique, et en particulier un sujet allemand, où clairement l'Allemagne va devoir probablement faire un choix entre l'orthodoxie budgétaire et la transition énergétique. Et c'est là où, et qui d'ailleurs peut déclencher un moteur de plus de déficit budgétaire en Allemagne, et donc plus de stimulus sur l'économie de la zone euro, mais c'est avant tout effectivement un sujet énergétique. Merci à vous trois. On s'arrêtera là pour ce soir au terme de cette séance de sell-off. On le rappelle, sur les marchés, c'était le point de départ de notre discussion. Le CAC a clôturé en baisse de quasiment 4,5% à 6760 points ce soir. Valérie Gastaldi était avec nous en plateau, stratégiste de Day by Day, Thomas Friedberger, directeur général de TIC OIM, et Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Et c'est notre rendez-vous mensuel avec les équipes de SPAC. Chaque dernier vendredi du mois à 17h45, décryptage d'un concept économique avec l'économiste Michel Rumi, associé de SPAC, qui est avec nous en plateau. Michel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Donc le mois dernier, on parlait de l'inflation, concept majeur et d'actualité. On s'intéresse aujourd'hui aux cryptoactifs, aux crypto-monnaies. Très intéressant, parce que là, c'est une des grandes nouveautés de ces dernières années dans le paysage économique au sens large et le paysage financier notamment. Qu'est-ce qui définit pour vous, on commence à avoir un peu de recul quand même, qu'est-ce qui définit pour vous, Michel, une crypto-monnaie ? Alors, première des choses, dans une première approche, on va dire que c'est un actif qui s'échange entre pairs, c'est-à-dire sans tiers de confiance. D'accord. C'est-à-dire que notamment, on ne met pas les banques au milieu. Et donc, on s'échange, par exemple, de ce type de support. On va dire cela comme ça. Mais en fait, comme il n'y a ni monnaie, ni billets, ni pièces, en fait, le transfert de propriété, en fait, s'effectue à travers une technologie qu'on va appeler la blockchain, qui permet de garder sous une forme de chaîne de blocs tout l'historique des paiements, depuis le début de l'émission, on va dire, sous forme décentralisée, sécurisée et transparente. Et la sécurité et l'authenticité, la validation de ces transactions se fait à travers un processus de cryptographie qu'on appelle le minage. Et donc, c'est ce qui caractérise un peu ce que c'est qu'une crypto-monnaie d'une certaine manière. Oui, cette blockchain qu'on peut définir un espèce de grand livre de compte ouvert, inviolable. Tout à fait. Qui permet d'enregistrer les transactions au fur et à mesure. C'est comme si on partageait des documents PDF, donc inviolables au plus grand nombre à travers les outils informatiques qu'on D'une certaine manière, connaît aujourd'hui. Je dirais que c'est comme lorsque, par exemple, pour prendre une analogie avec la vie de courante, c'est dès lors que la Banque centrale a émis le billet, sur le billet, il est écrit toutes les transactions que Grégoire a fait. C'est ça, mais la Banque centrale, puis centrale avec Michel, puis etc. etc. Donc, c'est le livre de compte d'une certaine manière. Voilà. Est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques à signaler ? Et puis, est-ce que ces cryptoactifs, ces crypto-monnaies sont reconnus ? Dans quelle mesure ces actifs sont reconnus aujourd'hui ? Alors, c'est ça le grand problème. On les appelle crypto-monnaies, mais elles ne recouvrent pas les fonctions traditionnelles des monnaies. C'est ça qui fait qu'on est un peu... Alors, les fonctions traditionnelles, c'est le prof qui parle, ça va être étalon de mesure, c'est-à-dire qu'on peut exprimer tout bien en une monnaie, donc l'euro ou dollar, mais on peut aussi l'exprimer en bitcoin. Par contre, il y a deux autres fonctions traditionnelles qui sont notamment la réserve de valeur, pardon. Hein, en fait, on répond à la question pourquoi gardez-vous aujourd'hui votre billet de 20 €, voire plus, et que vous allez le garder cette semaine, etc. Parce que vous avez une conservation du pouvoir d'achat. Et cela n'est pas dû en fait avec les crypto-monnaies parce que du fait de la grande volatilité. Et puis également aussi, vous avez une fonction d'intermédiaire dans les échanges. Et intermédiaire dans les échanges, c'est que lorsque vous achetez quelque chose, eh bien, il faut que en contrepartie du bien que vous allez acheter, la personne à qui vous allez donner l'argent accepte le moyen de paiement. Que ça soit, imaginez, si vous rentrez ce soir, vous souhaitez acheter votre baguette et vous donnez des crayons, le boulanger ne sera pas d'accord. Donc c'est pareil un peu avec les crypto-monnaies. Tout le monde n'accepte pas les crypto-monnaies et donc ce n'est pas un intermédiaire dans les échanges. Donc on voit déjà que 2 fonctions sur 3 ne sont pas acceptées. Puis en même temps, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'émetteur agréé de cette monnaie. Et donc, d'une certaine manière, eh bien, cette monnaie n'est pas reconnue par la Banque centrale. Notamment, ces crypto-monnaies ne rentrent pas dans le champ de surveillance de la Banque centrale. Et donc,
pour toutes ces choses, on peut dire qu'on ne peut pas appeler crypto-monnaie, mais plutôt crypto-actifs. Et que si on devait les classifier dans les compartiments des marchés de capitaux, ça relèverait plus des commodities que du marché d'échange. Ouais. Plus proche de l'or, même peut-être d'une certaine manière, que du marché d'échange. Comment vous évaluez le risque qui est porté par ces crypto-actifs, cette nouvelle classe d'actifs, alors en tant qu'économiste Alors là, pour l'instant, du fait il y a une faible interconnexion entre les crypto-monnaies. Alors, si j'utilise crypto-monnaie, c'est une simplification qu'on peut s'autoriser, parce que sinon ça devient compliqué. Du fait de la faible interconnexion entre les crypto-monnaies et la vie réelle, on va dire cela, il y a un faible risque pour l'instant d'instabilité financière. D'accord. Mais c'est pas un risque pour le système financier aujourd'hui. Non, en même temps, quand on regarde par exemple la capitalisation du marché, c'est 3 000 milliards de dollars. Il y a pour 11 000 à peu près crypto-monnaies. Donc il n'y a pas assez, on va dire, c'est pas quelque chose de fortement déstabilisateur. Mais à supposer qu'il y ait un grand essor dans l'usage des crypto-monnaies, ça peut poser notamment des problèmes au niveau de l'application de la politique monétaire. Par exemple, si du jour au lendemain, on échange, par exemple, beaucoup d'euros contre le Bitcoin, pour faire simple, et puis d'un seul coup, pour des raisons de défiance, on se démarque du Bitcoin et on veut demander des euros, d'un seul coup, on voit dans le monde réel beaucoup d'euros et ça peut déstabiliser un peu, notamment l'inflation et la croissance que vous avez abordé précédemment. Ouais. Donc ça peut poser ce type de problème. Également aussi, bien sûr, il y a le risque en capital du fait qu'il y a de fortes instabilités. Donc aujourd'hui, on voit apparaître certains stablecoins, mais qui rassurent d'une certaine manière. Qui sont, elles, donc liées à des devises, des monnaies fiduciaires, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Et qui fait que, quoi qu'il advienne, si vous achetez des bitcoins contre un stablecoin, que le bitcoin augmente ou baisse, eh bien, quand vous échangerez, vous aurez toujours la même somme, d'une certaine manière. Donc c'est rassurant pour les investisseurs qui ont peur de cette volatilité. Puis en même temps, une stratégie en fait, d'investissement, c'est que lorsqu'il y a des turbulences sur le marché, eh bien, vous pouvez acheter ces stablecoins en attendant que le vent passe et puis vous revenir sur le marché puisque vous savez que vous conservez la valeur en capital. Voilà. Quel avenir vous imaginez pour ces crypto-actifs, crypto-monnaies, comme on le dit d'ores et déjà aujourd'hui, sans qu'elles soient purement, théoriquement, des devises et des monnaies ? Eh bien, alors si on regarde ce qui se passe, c'est que déjà toutes les institutions financières, plus ou moins, ont des fonds d'investissement dédiés à ce type d'actifs. Donc déjà, il n'y a pas de fumée sans feu, on va dire ça. Puis également aussi, il y a une autre fumée qui est plus intéressante, c'est toutes les monnaies digitales de banque centrale. L'euro numérique, le yuan numérique, etc., qui risquent d'engranger et de développer ce type de support. On s'intéressera plutôt à la blockchain, beaucoup plus qu'au Bitcoin. Et donc, il est vrai que la blockchain, qui est vraiment la valeur ajoutée dans ce principe-là, qui intéresse. Et puis également, vous avez récemment, par exemple, Facebook a créé sa Diem et Libra, qui là aussi donne un essor à ce type de monnaie. Ouais. Et donc, on va dire qu'il y a un bel avenir. Bon, il faut aussi avoir un bon cardiologue si vous spéculez sur les bitcoins. Il ne faut pas regarder tous les jours, il ne faut pas regarder trop souvent. Non, mais vous dites c'est intéressant parce que effectivement, on voit des banques centrales et notamment, alors Benoît Cœuré est l'emblème au sein de la Banque des règlements internationaux qui essaye d'accélérer un petit peu la prise de conscience du côté des banques centrales parce qu'il dit voilà, c'est maintenant qu'il faut vous occuper de ce sujet. Alors peut-être en matière de supervision pour les cryptos et puis pour développer vos propres monnaies de banque centrale numérique. Les monnaies, l'euro numérique, le yuan numérique, est-ce que ça va signaler la fin des crypto-devises, du bitcoin ? Non, c'est pas ce que vous dites. Non. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on voit, il faut toujours comprendre que la finance, avec un grand F, a toujours suivi les évolutions technologiques, que ce soit on va dire les billets auparavant, la carte bancaire, et aujourd'hui il y avait l'internet. Maintenant c'est on va dire le support de la blockchain. En fait, l'euro numérique, ça va être quelque chose de parallèle à l'euro, simplement, je parle de l'euro, dans l'idée où, en fait, on pourrait détenir ce type de crypto-monnaie, mais avec un compte directement à la Banque centrale, il sera sécurisé, donc il n'y a pas de problème. Le problème qui peut surgir, c'est que les banques commerciales disent, bah oui, mais du coup, nous, comment on fait gagner notre argent ? Et d'autre part, parce que du coup, il n'y a pas de frais de compte, on va dire ça comme ça, et puis également aussi, en cas de turbulence, il y a un refuge à la Banque centrale. Et donc, aujourd'hui,
aujourd'hui, on envisage plutôt qu'un euro numérique avec un montant, un plafond, d'une certaine manière, ou à peu près 3 000 euros, où on ne pourra pas excéder. Et si vous mettez plus, vous avez des commissions, histoire de permettre à tout le monde que le soleil brille pour tout le monde, on va dire ça comme ça. Non, mais on voit bien aussi les réflexions qui sont menées chez les banquiers centraux dans la gestion des crises. C'est-à-dire que ça peut être un outil de pilotage de la politique monétaire d'une finesse incroyable. C'est-à-dire que l'euro numérique émis par la Banque centrale dans votre portefeuille coffre-fort numérique à la Banque centrale, on pourra décider qu'il a une date limite d'utilisation, par exemple. Fait, oui. On pourra décider qu'il ne pourra être utilisé que pour consommer certains types de produits. Par exemple. Oui, mais tout à fait. Mais ça d'une certaine manière, le discours rapproche un peu aux monnaies locales où on fait ce sont des monnaies fongibles, etc., pour dynamiser. Non, mais c'est pour ça que je dis que on revoit ça va changer un peu la manière de piloter l'économie, d'injecter des liquidités. Mais pour l'instant, on regarde. L'idée, c'est que déjà, on appuie beaucoup sur la blockchain parce que je pense que dans l'avenir, la blockchain va un peu révolutionner, on va dire, certains métiers. Et donc, il faut s'habituer. Comme le téléphone portable, le mobile a changé, et de même que le portable aussi, ordinateur a changé. Donc c'est ça qu'on vient de voir, et que ces blockchains et ces cryptoactifs risquent aussi de modifier un peu la façon on va dire, l'économie monétaire et financière. Ça. Au fur et à mesure où les usages vont se multiplier et vont être expérimentés, mis à l'épreuve. Alors blockchain, c'est aussi ce qui génère les NFT aujourd'hui. Hein, voilà, par exemple. Donc on voit que les usages grand public notamment, sont en train de se multiplier et de s'ancrer et de créer des révolutions de ce point de vue-là. Tout à fait. Et si on regarde un peu le marché des crypto-monnaies au sens large, eh bien, on retrouve à peu près la même structure et les mêmes risques qui se trouvent sur des marchés traditionnels. Et c'est ça qui convient de voir qu'il faudra s'habituer à un nouvel actif comme ça, de cette manière. Cycle d'adoption qui est en train de mûrir autour de la technologie blockchain et de ses applications, dont les crypto-monnaies. Qu'est-ce qui fait bouger les crypto-monnaies ou les crypto-actifs Est-ce qu'on a trouvé enfin une corrélation avec quelque chose ou pas? Non, corrélation pas au sens. En fait, l'idée, c'est première des choses, c'est que des déclarations de personnes ayant une grande influence. On va rester, ce sont des influenceurs. On a vu ce qui s'est passé avec Elon Musk. Bien sûr. Mais on voit également aussi lorsque les banques centrales interdisent, ce qu'on a vu avec la Chine ou compartimente ou réduit l'influence de l'utilisation de ces crypto-monnaies, eh bien, ça fait monter ou descendre. Ça, c'est déjà quelque chose d'élément, on va dire, intangible. Également aussi, il y a le sentiment de marché. Si vous avez certitude, s'il y a un grand sentiment de marché que ça va monter, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de cela. Et donc, c'est déjà ces deux éléments qui font que on va avoir, il faut suivre. Après, tout dépend de la stratégie, on va dire. Est-ce qu'on est sur long terme, sur court terme? Après, il y a aussi des instruments qui viennent. On voit qu'il y a des marchés à terme, on voit des stablecoins. Donc après, on commence à peaufiner sa stratégie, et non plus, peut-être, on a des ETF également. Donc on n'est pas nécessairement investi directement, mais on peut s'intéresser aux variations de cours, quoi. Bon, effectivement, une classe d'actifs là, qui gagne en densité, en maturité, même si ça reste quand même très jeune et petit encore à l'échelle des marchés financiers globaux aujourd'hui. Moi, comme je dis toujours, imaginez, il y a près de 12-13 ans, le Bitcoin qui valait 14 cents, c'est maintenant ce qu'il vaut. Voilà. Donc on va voir. Ce qu'on a raté depuis. Merci beaucoup Michel, merci d'être avec nous chaque dernier vendredi du mois, je le rappelle, pour ce décryptage éco, économiste associé de SPAC. Le thème du jour, c'était bien sûr celui des cryptos dans Smart Bourse sur Bismart. Très bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.